L'apprentissage non supervisé est une technique d'apprentissage automatique qui utilise des algorithmes pour identifier des modèles dans des ensembles de données non étiquetées. Contrairement à l'apprentissage supervisé, où les modèles sont formés sur des données étiquetées, l'apprentissage non supervisé fonctionne sans étiquette de données ou avec des données dont les étiquettes ne sont pas utilisées pendant l'entraînement. Dans l'apprentissage non supervisé, les algorithmes découvrent des modèles cachés ou des groupements de données sans nécessité d'intervention humaine. Cela permet aux algorithmes de regrouper les données en fonction de leur similitude ou de leur différence. Voici quelques-unes des principales tâches réalisées par l'apprentissage non supervisé. La classification, ou clustering, il s'agit d'une technique d'exploration de données qui regroupe des données non étiquetées en fonction de leur similitude ou de leur différence. Les algorithmes de classification sont utilisés pour traiter des objets de données brutes et non classés en groupes représentés par des structures ou des modèles dans les informations. Par exemple, la classification K-means est une méthode de classification exclusive où les points de données sont répartis en K-groupes, où K représente le nombre de groupes selon la distance par rapport au centroïde de chaque groupe. L'association, cette tâche consiste à découvrir des règles qui décrivent de grandes portions de vos données, comme les personnes qui achètent X ont aussi tendance à acheter Y. La réduction de la dimensionnalité, cette tâche vise à réduire le nombre de variables aléatoires à prendre en compte en obtenant un ensemble de variables principales. L'apprentissage non supervisé est particulièrement utile pour l'analyse exploratoire des données, les stratégies de vente croisée, la segmentation de la clientèle et la reconnaissance d'images. Cependant, il est important de noter que l'apprentissage non supervisé peut être plus imprévisible que l'apprentissage supervisé. Comme les résultats ne sont pas connus à l'avance, l'algorithme peut produire des groupes qui ne sont pas utiles ou significatifs. Apprentissage supervisé, c'est une méthode d'apprentissage où le modèle est formé sur un ensemble de données étiquetées. L'apprentissage supervisé est une sous-catégorie de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle. Il est défini par son utilisation de jeux de données étiquetées pour entraîner des algorithmes à classer les données ou à prédire les résultats avec précision. Au fur et à mesure que les données d'entrée alimentent le modèle, on procède à une pondération jusqu'à ce que ce dernier soit correctement ajusté dans le cadre du processus de validation croisée. L'apprentissage supervisé permet aux entreprises de résoudre divers problèmes à l'échelle, comme le classement du courrier indésirable dans un dossier autre que leur boîte de réception. Il peut également être utilisé pour créer des modèles de machine learning de haute précision. L'apprentissage supervisé utilise un ensemble d'apprentissages pour enseigner au modèle à produire le résultat souhaité. Ce jeu de données d'entraînement comprend des entrées et des sorties correctes, ce qui permet au modèle de s'améliorer au fil du temps. L'algorithme mesure sa précision par le biais de la fonction de perte, en s'ajustant jusqu'à ce que l'erreur soit suffisamment réduite. L'apprentissage supervisé permet de traiter deux types de problèmes lors de l'exploration de données, la classification et la régression. La classification utilise un algorithme pour attribuer avec précision des données de test à des catégories particulières. L'algorithme reconnaît des entités spécifiques dans le jeu de données et tente de tirer des conclusions sur la façon dont ces entités doivent être étiquetées ou définies. Les algorithmes de classification courants sont les classificateurs linéaires, les machines à vecteurs de support, SVM, les arbres de décision, les cas plus proches voisins et les forêts d'arbres décisionnels. La régression permet de comprendre la relation entre les variables dépendantes et indépendantes. Elle est couramment utilisée pour établir des projections, telles que le chiffre d'affaires d'une entreprise donnée. La régression linéaire, la régression logistique et la régression polynomiale sont des algorithmes de régression populaires. Divers algorithmes et techniques de calcul sont utilisés dans les processus d'apprentissage automatique supervisé. Vous trouverez ci-dessous de brèves explications sur certaines des méthodes d'apprentissage les plus couramment utilisées, généralement calculées à l'aide de programmes tels que R ou Python. Réseaux de neurones, principalement utilisés pour les algorithmes d'apprentissage profond, les réseaux de neurones traitent les données d'entraînement en imitant l'interconnectivité du cerveau humain à travers des couches de nœuds. Chaque nœud est composé d'entrées, de poids, d'un biais, ou seuil, et d'une sortie. Si cette valeur de sortie dépasse un seuil donné, elle déclenche ou active le nœud, passant les données à la couche suivante dans le réseau. Les réseaux de neurones apprennent cette fonction de mappage grâce à l'apprentissage supervisé, en s'ajustant en fonction de la fonction de perte à travers le processus de descente de gradient 1. Lorsque la fonction de coût est à ou près de 0, nous pouvons être confiants dans la précision du modèle pour donner la bonne réponse. One-shot learning. L'apprentissage one-shot est une technique avancée d'apprentissage automatique qui enseigne au modèle à reconnaître de nouveaux objets ou motifs sur la base d'un seul exemple ou de quelques exemples, sans nécessiter une grande quantité de données étiquetées.
Dans l'apprentissage one-shot, un algorithme d'apprentissage automatique est formé pour apprendre des informations sur des catégories d'objets à partir d'un seul exemple d'entraînement. C'est particulièrement utile dans les situations réelles où l'obtention de données étendues peut être coûteuse, chronophage, voire impossible. L'apprentissage one-shot est particulièrement utile dans les situations où les modèles d'apprentissage automatique ou de vision par ordinateur n'ont pas de grande quantité de données à comparer avec ce qu'ils voient. Au lieu de cela, un réseau d'apprentissage profond a une seule tentative pour vérifier les données qui lui sont présentées. C'est le cas, par exemple, des scanners de passeports automatiques, des tourniquets et des vérifications de signature qui limitent ce qu'un modèle algorithmique peut comparer à un objet, comme une seule photo de passeport pour une personne. L'apprentissage one-shot est donc une approche de vision par ordinateur pour répondre à une question, à savoir si cette personne est bien celle qu'elle prétend être. Contrairement au projet traditionnel de vision par ordinateur, où les modèles sont formés sur des milliers d'images ou de vidéos pour détecter des objets d'une image à l'autre, la classification one-shot fonctionne en utilisant une quantité limitée de données d'entraînement pour comparer les images. Few-shot learning, c'est une méthode d'apprentissage où un modèle est capable d'apprendre à partir d'un petit nombre d'exemples d'une classe. Le few-shot learning est un cadre d'apprentissage automatique dans lequel un modèle d'IA apprend à effectuer des prédictions précises en s'entraînant sur un très petit nombre d'exemples étiquetés. Cette méthode est généralement utilisée pour entraîner des modèles pour des tâches de classification lorsque les données d'entraînement appropriées sont rares. Comment fonctionne le few-shot learning? Bien que l'apprentissage few-shot puisse utiliser une grande variété d'algorithmes ou d'architectures de réseaux neuronaux, la plupart des méthodes reposent sur l'apprentissage par transfert ou le méta-apprentissage, ou une combinaison des deux. L'apprentissage par transfert consiste à adapter des modèles préentraînés pour une utilisation dans des tâches similaires. Le méta-apprentissage, en revanche, entraîne les modèles à bien généraliser à de nouveaux problèmes de classification et à différentes classes de données, plutôt qu'à exécuter une tâche spécifique. Quels sont les avantages du few-shot learning? L'apprentissage few-shot est particulièrement utile dans les situations où il est difficile d'obtenir des exemples étiquetés en raison des coûts prohibitifs et de l'expertise spécifique nécessaire pour annoter correctement les données, ou de la rareté des échantillons existants comme dans le domaine de l'écriture manuscrite, des maladies rares ou des espèces en voie d'extinction et récemment découvertes. Quelles sont les applications du few-shot learning? Le few-shot learning a été largement étudié en vision par ordinateur, en traitement du langage naturel et en perception machine. Par exemple, un modèle d'intelligence artificielle qui a été formé pour reconnaître des chevaux, mais qui n'a jamais vu de zèbre, peut toujours reconnaître un zèbre lorsqu'il sait aussi que les zèbres ressemblent à des chevaux rayés. Semi-supervised learning, c'est une méthode d'apprentissage qui utilise à la fois des données étiquetées et non étiquetées. L'apprentissage semi-supervisé est une branche du machine learning qui combine l'apprentissage supervisé et non supervisé. Il utilise à la fois des données étiquetées et non étiquetées pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, IA, sur des tâches de classification et de régression. Les méthodes d'apprentissage semi-supervisé sont particulièrement utiles dans les situations où il est difficile ou coûteux d'obtenir un volume suffisant de données étiquetées, mais où les données non étiquetées sont relativement faciles à acquérir. Par exemple, pour entraîner un modèle de classification d'images à distinguer les voitures et les motos, des centaines, voire des milliers, d'images doivent être étiquetées en tant que « voiture » ou « moto ». Q-learning, c'est une méthode d'apprentissage par renforcement qui apprend une fonction de valeur pour chaque action dans chaque état. Qu'est-ce que le Q-learning? Le Q-learning est un algorithme d'apprentissage par renforcement. Il ne nécessite aucun modèle initial de l'environnement 2. La lettre Q désigne la fonction qui mesure la qualité d'une action exécutée dans un état donné du système. Comment fonctionne le Q-learning? Le Q-learning est un algorithme qui cherche à trouver la meilleure action à entreprendre compte tenu de l'état actuel. Il est considéré comme hors politique parce que la fonction de Q-learning apprend des actions qui sont en dehors de la politique actuelle, comme prendre des actions aléatoires, et donc une politique n'est pas nécessaire. Plus précisément, le Q-learning cherche à apprendre une politique qui maximise la récompense totale 1. Le Q de Q-learning est synonyme de qualité. Dans ce cas, la qualité représente l'utilité d'une action donnée pour obtenir une récompense future. Qu'est-ce que le reinforcement learning? Le reinforcement learning est une méthode de machine learning dont l'objectif est de permettre à un agent, entité virtuelle, robot, programme, etc., placé dans un environnement interactif, ces actions modifient l'état de l'environnement, de choisir des actions maximisant des récompenses quantitatives. L'agent fait des essais et améliore sa stratégie d'action en fonction des récompenses fournies par l'environnement. Quelles sont les applications du Q-learning?
Google DeepMind a réalisé un programme informatique qui joue à des jeux vidéo Atari 2600. Pour cela, ils ont appliqué le Q-learning avec de l'apprentissage profond. Cette technique s'appelle alors le Deep Reinforcement Learning ou Deep Q-learning. Zero-shot learning, c'est une méthode d'apprentissage où un modèle est capable de traiter des classes qu'il n'a jamais vues pendant l'entraînement. Le Zero-shot learning, ZSL, est une technique de machine learning qui permet à un modèle de classifier des objets provenant de classes non observées lors de l'entraînement. Comment fonctionne le Zero-shot learning? Dans le Zero-shot learning, le modèle n'est pas entraîné sur des exemples étiquetés de classes non vues sur lesquelles il est demandé d'effectuer des prédictions après l'entraînement. Cette configuration du problème ne tient pas compte de la présence de cette classe, bien que non étiquetée, dans les données des entraînements. Le ZSL, comme toutes les méthodes N-shot learning, ne se rapporte pas à un algorithme spécifique ou à une architecture de réseaux neuronaux, mais à la nature même du problème d'apprentissage. Quels sont les avantages du Zero-shot learning? Le Zero-shot learning est utile pour les systèmes autonomes qui doivent être capables d'identifier et de catégoriser de nouveaux objets par eux-mêmes. Il est également utile lorsque l'annotation de grandes quantités d'échantillons de données est coûteuse et prend du temps, et dans des cas tels que les maladies rares et les espèces récemment découvertes, les exemples peuvent être rares ou inexistants. Quelles sont les applications du Zero-shot learning? Le Zero-shot learning a été largement étudié en vision par ordinateur, en traitement du langage naturel et en perception machine. Par exemple, un modèle d'intelligence artificielle qui a été formé pour reconnaître des chevaux, mais qui n'a jamais vu de zèbre, peut toujours reconnaître un zèbre lorsqu'il sait aussi que les zèbres ressemblent à des chevaux rayés. Multitask learning, c'est une méthode d'apprentissage où un modèle est formé pour effectuer plusieurs tâches en même temps. L'apprentissage multitâche, ou multitask learning, MTL, est une sous-branche du machine learning où plusieurs tâches sont apprises simultanément par un modèle partagé. Cette approche offre des avantages tels que l'amélioration de l'efficacité des données, la réduction du surapprentissage grâce à des représentations partagées, et un apprentissage rapide en exploitant des informations auxiliaires. MTL a été utilisé avec succès dans de nombreuses applications du machine learning, allant du traitement du langage naturel et de la reconnaissance vocale à la vision par ordinateur et à la découverte de médicaments. En général, dès que vous vous trouvez à optimiser plus d'une fonction de perte, vous faites effectivement de l'apprentissage multitâche, par opposition à l'apprentissage monotâche. Dans ces scénarios, il est utile de penser explicitement à ce que vous essayez de faire en termes de MTL et de tirer des enseignements de celui-ci. Même si vous n'optimisez qu'une seule perte comme c'est le cas typique, il y a probablement une tâche auxiliaire qui vous aidera à améliorer votre tâche principale. Cependant, il est important de noter que le multitâche peut interférer avec la mémoire de travail, amener les étudiants à faire moins bien à l'école, et pourrait même créer des problèmes de mémoire potentiellement à long terme. Self-supervised learning. Le Self-supervised learning, SSL, ou apprentissage auto-supervisé, est une technique de machine learning qui utilise l'apprentissage non supervisé pour des tâches qui nécessitent habituellement un apprentissage supervisé. Comment fonctionne le self-supervised learning? Au lieu de s'appuyer sur des jeux de données étiquetés pour les signaux de supervision, les modèles auto-supervisés génèrent des étiquettes implicites à partir de données non structurées. L'apprentissage auto-supervisé est particulièrement utile dans des domaines tels que la vision par ordinateur et le traitement automatique du langage naturel, NLP, qui demandent de grandes quantités de données étiquetées pour former des modèles d'intelligence artificielle, IA, de pointe. Mais comme ces ensembles de données étiquetées nécessitent une annotation fastidieuse par des experts humains, une collecte de données suffisante peut s'avérer extrêmement difficile. Les approches auto-supervisées peuvent être plus rapides et plus rentables, car elles remplacent une partie ou la totalité de l'étiquetage manuel des données d'entraînement. Quelles sont les applications du self-supervised learning? L'apprentissage auto-supervisé est utilisé dans l'entraînement d'un large éventail d'architectures d'apprentissage profond sophistiquées pour une variété de tâches. Cela va des grands modèles de langage, LLM, basés sur des transformateurs comme BERT et GPT aux modèles de synthèse d'images, tels les auto-encodeurs variationnels, VAE, et les réseaux antagonistes génératifs, GAN, en passant par les modèles de vision par ordinateur comme SimCLR et Momentum Contrast, MoCo. AutoML, c'est un domaine de recherche qui vise à automatiser les aspects du processus d'apprentissage machine. Qu'est-ce que l'AutoML? L'AutoML est une technique qui automatise la création d'un modèle de machine learning. Cette méthode, souvent appelée no-code, permet aux experts non spécialistes en data science de développer des modèles d'IA. Les outils d'AutoML se basent généralement sur des algorithmes relativement simples et explicables pour construire leurs modèles, comme une classification, une régression linéaire ou la prévision d'une série chronologique.
Comment fonctionne l'AutoML? En fonction d'une problématique à résoudre, maintenance préventive, prédiction financière, reconnaissance d'image, l'AutoML sélectionne d'abord plusieurs algorithmes possibles. Ensuite, il les entraîne sur la base d'un ensemble de données d'apprentissage préalablement définies. Via une couche de scoring, il compare leurs résultats en mixant plusieurs combinaisons des hyperparamètres. Dans le cas du deep learning, ces derniers correspondent par exemple au nombre de couches du réseau de neurones et au nombre de nœuds au sein de chaque couche. Compte tenu de l'objectif cible à atteindre, le modèle le plus performant est retenu au final. Quel est l'avantage de l'AutoML? Le principal avantage de l'AutoML réside dans le gain de temps du traitement des données et des phases de test nécessaires à la mise en fonctionnement d'un modèle suffisamment performant. Grâce à la capacité de centralisation des données, leur gestion gagne également en cohérence. Comme indiqué plus haut, il n'est pas non plus nécessaire de posséder des connaissances avancées en data science ou en intelligence artificielle pour se recourir à l'AutoML. Il convient toutefois d'adapter l'usage de l'AutoML au contexte. Certaines situations demandent une intervention humaine pour choisir l'approche de programmation la plus pertinente. Quels sont les différents outils d'AutoML? Il existe différentes technologies pour se servir de l'AutoML. Parmi les principales techniques employées, on peut évoquer DataRobot, plateforme spécialisée dans le benchmarking des modèles, elle permet de réaliser des modèles de maintenance préventive, de reconnaissance d'images, voire de prédiction financière. Google Vertex for AutoML, un système qui fonctionne sur le double principe de l'apprentissage par renforcement et non supervisé, notamment pour gérer le feature engineering et la mise en production des modèles. DATEQ, cette technologie d'AutoML intégrée au studio de data science de DATEQ propose un système de visualisation de code afin de mieux appréhender l'architecture sélectionnée et d'interpréter les résultats obtenus. Temporal Difference Learning, c'est une méthode d'apprentissage par renforcement qui combine les idées des méthodes de Monte-Carlo et de l'apprentissage par différence temporelle. Qu'est-ce que le Temporal Difference Learning? Le Temporal Difference Learning est une classe d'algorithmes d'apprentissage par renforcement sans modèle. Ces algorithmes échantillonnent l'environnement de manière aléatoire à la manière des méthodes de Monte-Carlo. Ils mettent à jour la politique, c'est-à-dire les actions à prendre dans chaque état, en se basant sur les estimations actuelles, comme les méthodes de programmation dynamique. Comment fonctionne le Temporal Difference Learning? Les algorithmes TD choisissent une action, puis utilisent l'estimation de la valeur de l'état successeur pour mettre à jour la valeur de l'état courant. Alors que les méthodes de Monte-Carlo ajustent leurs estimations seulement lorsque l'issue finale est connue, les méthodes TD ajustent leurs estimations en se basant sur leurs prédictions. C'est une forme de bootstrap. Qu'est-ce que le bootstrap? Le bootstrap est une méthode statistique permettant d'estimer la distribution d'un estimateur à partir des données d'un échantillon. Dans le contexte du Temporal Difference Learning, le bootstrap est utilisé pour estimer la valeur d'un état à partir des valeurs estimées des états suivants. Quelles sont les applications du Temporal Difference Learning? Le Temporal Difference Learning est largement utilisé dans l'apprentissage par renforcement, où il permet à un agent d'apprendre à choisir des actions qui maximisent la récompense attendue. Il est particulièrement utile dans les situations où l'agent doit prendre des décisions séquentielles sans connaître à l'avance toutes les conséquences de ses actions. Federated Learning, c'est une méthode d'apprentissage où le modèle est formé sur plusieurs appareils sans partager les données brutes. Le Federated Learning, également appelé apprentissage fédéré, est une sous-branche de l'apprentissage automatique qui se concentre sur des situations où plusieurs entités, souvent appelées clients, forment collaborativement un modèle tout en garantissant que leurs données restent décentralisées. Comment fonctionne le Federated Learning? Le Federated Learning vise à former un algorithme d'apprentissage automatique, par exemple des réseaux neuronaux profonds, sur plusieurs jeux de données locaux contenus dans des nœuds locaux sans échanger explicitement des échantillons de données. Le principe général consiste à former des modèles locaux sur des échantillons de données locales et à échanger des paramètres, par exemple, les poids et les biais d'un réseau neuronal profond, entre ces nœuds locaux à une certaine fréquence pour générer un modèle global partagé par tous les nœuds. Quels sont les avantages du Federated Learning? Le Federated Learning répond au problème grandissant de la confidentialité des données des utilisateurs. Il vise à remplacer, au moins partiellement, la méthode d'apprentissage centralisée appliquée sur les serveurs du fournisseur de services. Google a été le pionnier de cette méthode moins intrusive pour les utilisateurs. Les apprentissages sont transmis au serveur, mais les données propres des utilisateurs ne quittent pas le périphérique. Metalearning, c'est une méthode d'apprentissage où un modèle apprend à apprendre. Qu'est-ce que le metalearning?
Le métalearning, également connu sous le nom d'apprentissage de l'apprentissage, est une sous-branche de l'apprentissage automatique où les algorithmes d'apprentissage sont appliqués sur les algorithmes d'apprentissage eux-mêmes. L'objectif du métalearning est de concevoir des modèles qui peuvent apprendre de nouvelles tâches efficacement à partir d'un petit nombre d'exemples. Comment fonctionne le métalearning ? Dans le métalearning, un modèle est formé sur une variété de tâches d'apprentissage et est conçu pour apprendre rapidement une nouvelle tâche à partir d'un petit nombre d'exemples. Par exemple, dans le cadre du few-shot learning, un modèle de métalearning peut être formé sur une variété de tâches de classification d'images, chacune avec un petit nombre d'exemples, et ensuite être capable d'apprendre une nouvelle tâche de classification d'images à partir d'un petit nombre d'exemples. Quels sont les avantages du métalearning ? Le métalearning est particulièrement utile dans les situations où il est difficile d'obtenir des exemples étiquetés en raison des coûts prohibitifs et de l'expertise spécifique nécessaire pour annoter correctement les données, ou de la rareté des échantillons existants. Quelles sont les applications du métalearning ? Le métalearning a été largement étudié en vision par ordinateur, en traitement du langage naturel et en perception machine. Par exemple, un modèle d'intelligence artificielle qui a été formé pour reconnaître des chevaux, mais qui n'a jamais vu de zèbre, peut toujours reconnaître un zèbre lorsqu'il sait aussi que les zèbres ressemblent à des chevaux rayés. Hyperparamétrie tuning, c'est le processus d'optimisation des paramètres d'un modèle d'apprentissage profond. Qu'est-ce que l'hyperparamétrie tuning ? L'hyperparamétrie tuning, ou réglage des hyperparamètres, est une étape cruciale en machine learning. Les hyperparamètres correspondent aux paramètres d'ajustement des algorithmes d'apprentissage automatisé ou de machine learning 1. C'est au concepteur de l'algorithme de les configurer, souvent le data scientist. Un algorithme d'apprentissage automatique ne peut en effet fonctionner sans ces hyperparamètres. Leur réglage, tuning, nécessite un travail statistique afin de déterminer ceux qui donneront le meilleur résultat. Comment fonctionne l'hyperparamétrie tuning ? Plusieurs approches existent en matière d'hyperparamétrie tuning, dont la recherche par quadrillage, grid search. Une liste de valeurs est établie pour chaque hyperparamètre. Le modèle sera entraîné pour chaque combinaison d'hyperparamètres, et un score calculé à chaque fois. La combinaison qui atteint le score le plus élevé sera choisie. Quelles sont les applications de l'hyperparamétrie tuning ? L'hyperparamétrie tuning est utilisée dans divers domaines de l'apprentissage automatique, y compris les réseaux de neurones artificiels, les machines à vecteurs de support, la régression logistique et bien d'autres. Métalearning, c'est une méthode d'apprentissage où un modèle apprend à apprendre. Qu'est-ce que le métalearning ? Le métalearning, également connu sous le nom d'apprentissage de l'apprentissage, est une sous-branche de l'apprentissage automatique où les algorithmes d'apprentissage sont appliqués sur les algorithmes d'apprentissage eux-mêmes. L'objectif du métalearning est de concevoir des modèles qui peuvent apprendre de nouvelles tâches efficacement, à partir d'un petit nombre d'exemples. Comment fonctionne le métalearning ? Dans le métalearning, un modèle est formé sur une variété de tâches d'apprentissage et est conçu pour apprendre rapidement une nouvelle tâche à partir d'un petit nombre d'exemples. Par exemple, dans le cadre du few-shot learning, un modèle de métalearning peut être formé sur une variété de tâches de classification d'images, chacune avec un petit nombre d'exemples, et ensuite être capable d'apprendre une nouvelle tâche de classification d'images à partir d'un petit nombre d'exemples. Quels sont les avantages du métalearning ? Le métalearning est particulièrement utile dans les situations où il est difficile d'obtenir des exemples étiquetés en raison des coûts prohibitifs et de l'expertise spécifique nécessaire pour annoter correctement les données, ou de la rareté des échantillons existants. Quelles sont les applications du métalearning ? Le métalearning a été largement étudié en vision par ordinateur, en traitement du langage naturel et en perception machine. Par exemple, un modèle d'intelligence artificielle qui a été formé pour reconnaître des chevaux, mais qui n'a jamais vu de zèbre, peut toujours reconnaître un zèbre lorsqu'il sait aussi que les zèbres ressemblent à des chevaux rayés. AutoML. C'est un domaine de recherche qui vise à automatiser les aspects du processus d'apprentissage machine. Qu'est-ce que l'AutoML ? L'AutoML est une technique qui automatise la création d'un modèle de machine learning 1. Cette méthode, souvent appelée no-code, permet aux experts non spécialistes en data science de développer des modèles d'IA. Les outils d'AutoML se basent généralement sur des algorithmes relativement simples et explicables pour construire leurs modèles, comme une classification, une régression linéaire ou la prévision d'une série chronologique. Comment fonctionne l'AutoML ? En fonction d'une problématique à résoudre, maintenance préventive, prédiction financière, reconnaissance d'images, l'AutoML sélectionne d'abord plusieurs algorithmes possibles. Ensuite, il les entraîne sur la base d'un ensemble de données d'apprentissage préalablement définies.
Via une couche de scoring, il compare leurs résultats en mixant plusieurs combinaisons des hyperparamètres 1. Dans le cas du deep learning, ces derniers correspondent par exemple au nombre de couches du réseau de neurones et au nombre de nœuds au sein de chaque couche 1. Compte tenu de l'objectif cible à atteindre, le modèle le plus performant est retenu au final. Quel est l'avantage de l'AutoML ? Le principal avantage de l'AutoML réside dans le gain de temps du traitement des données et des phases de test nécessaires à la mise en fonctionnement d'un modèle suffisamment performant. Grâce à la capacité de centralisation des données, leur gestion gagne également en cohérence. Comme indiqué plus haut, il n'est pas non plus nécessaire de posséder des connaissances avancées en data science ou en intelligence artificielle pour se recourir à l'AutoML. Il convient toutefois d'adapter l'usage de l'AutoML au contexte. Certaines situations demandent une intervention humaine pour choisir l'approche de programmation la plus pertinente. Quels sont les différents outils d'AutoML ? Il existe différentes technologies pour se servir de l'AutoML. Parmi les principales techniques employées, on peut évoquer DataRobot, plateforme spécialisée dans le benchmarking des modèles, elle permet de réaliser des modèles de maintenance préventive, de reconnaissance d'images, voire de prédiction financière. Google Vertex for AutoML, un système qui fonctionne sur le double principe de l'apprentissage par renforcement et non supervisé, notamment pour gérer le feature engineering et la mise en production des modèles. DATEQ. Cette technologie d'AutoML intégrée au studio de data science de DATEQ propose un système de visualisation de code afin de mieux appréhender l'architecture sélectionnée et d'interpréter les résultats obtenus. Apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement est une méthode d'apprentissage automatique qui permet à un agent d'apprendre à choisir quelle action prendre de manière autonome. Il est utilisé dans des domaines tels que la robotique et d'autres contextes de prise de décision. Dans l'apprentissage par renforcement, un agent apprend à effectuer une tâche par essai et erreur en l'absence de toute guidance d'un utilisateur humain. Il s'agit d'un processus qui se concentre sur la prise de décision par des agents autonomes d'eux. Un agent autonome est tout système qui peut prendre des décisions et agir en réponse à son environnement indépendamment d'une instruction directe par un utilisateur humain. Voici quelques concepts clés de l'apprentissage par renforcement. Agent, système ou robot qui interagit et agit dans l'environnement. Action A, une action parmi l'ensemble des actions possibles. État S, situation particulière dans laquelle l'agent se trouve. Politique, stratégie qui définit le comportement de l'agent. Dans le cas d'une politique déterministe, l'action A est définie par A égale AS. Dans le cas d'une politique stochastique, la probabilité de l'action A est définie par P, AS égale AS. Récompense R, S, A. Gain positif ou négatif collecté en effectuant l'action à l'état S. L'objectif est de maximiser les bénéfices totaux d'une politique. Épisode. Il peut être défini comme la suite des actions menées jusqu'à l'état final ou une durée d'action prédéfinie. Fonction de valeur V, S. La fonction de valeur d'un état S est le montant total des récompenses qu'un agent s'attend à pouvoir collecter de cet état jusqu'à la fin de l'épisode. Fonction action-valeur Q, S, A. La fonction de valeur d'action à l'état S est le montant total des récompenses attendues en prenant l'action à l'état S jusqu'à la fin de l'épisode. L'apprentissage par renforcement est particulièrement utile pour résoudre des problèmes de prise de décision séquentielle dans des environnements incertains. Il a montré des promesses dans le développement de l'intelligence artificielle. Par exemple, AlphaGo, une machine d'intelligence artificielle, a réussi à vaincre un champion humain incontesté grâce à l'apprentissage par renforcement. D'autres concepts intéressants sur Siamese Neural Networks for One-Shot Image Recognition. A Prototypical Networks for Few-Shot Learning. A Matching Networks for One-Shot Learning. A One-Shot Learning with Memory Augmented Neural Networks. Inverse Reinforcement Learning, c'est une méthode d'apprentissage par renforcement où l'objectif est d'apprendre la fonction de récompense qui explique le comportement d'un agent expert. L'apprentissage par renforcement inverse, Inverse Reinforcement Learning, IRL, est une classe de méthode d'apprentissage automatique qui permet d'inférer les préférences, récompenses en fonction de l'état, d'un décideur à partir de son comportement, trajectoire dans un processus de décision de Markov. Dans l'apprentissage par renforcement inverse, un algorithme d'apprentissage automatique est formé pour apprendre des informations sur des catégories d'objets à partir d'un seul exemple d'entraînement d'eux. C'est particulièrement utile dans les situations réelles où l'obtention de données étendues peut être coûteuse, chronophage, voire impossible.
L'IRL est une forme spécifique d'apprentissage par démonstration qui tente d'estimer la fonction de récompense d'un processus de décision de Markov à partir d'exemples fournis par l'enseignant. La fonction de récompense est souvent considérée comme la description la plus succincte d'une tâche 4. Dans des applications simples, la fonction de récompense peut être connue ou facilement dérivée des propriétés du système et codée en dur dans le processus d'apprentissage. Cependant, dans des applications complexes, cela peut ne pas être possible, et il peut être plus facile d'apprendre la fonction de récompense en observant les actions de l'enseignant. Imitation learning, c'est une méthode d'apprentissage où un agent apprend à imiter le comportement d'un expert. Qu'est-ce que l'imitation learning? L'imitation learning, également connue sous le nom de Learning from Demonstration, LFD, est une méthode d'apprentissage automatique où l'agent d'apprentissage cherche à imiter le comportement humain. Contrairement aux approches traditionnelles d'apprentissage automatique, où un agent apprend par essai et erreur dans un environnement, guidé par une fonction de récompense, dans l'imitation learning, l'agent apprend à partir d'un ensemble de démonstrations par un expert, généralement un humain. L'objectif est de reproduire le comportement de l'expert dans des situations similaires, sinon identiques. Comment Functional Imitation Learning? L'apprentissage par imitation implique l'observation d'un expert effectuant une tâche et l'apprentissage à imiter ses actions. Le processus comprend généralement 3 étapes principales. Collecte de données, un expert démontre la tâche à apprendre. Cela pourrait impliquer de contrôler un bras de robot pour ramasser des objets ou de conduire une voiture sur un parcours. Les actions et les décisions de l'expert sont enregistrées sous forme de données. Apprentissage, les données collectées sont ensuite utilisées pour former un modèle d'apprentissage automatique. Le modèle apprend une politique, une correspondance entre les observations de l'environnement et les actions, qui tentent de reproduire le comportement de l'expert. Évaluation, le modèle formé est testé dans l'environnement pour évaluer sa performance par rapport à celle de l'expert. L'objectif est de minimiser la différence entre la performance de l'expert et celle de l'agent. Quelles sont les principales approches de l'imitation learning? Il existe 2 approches principales de l'imitation learning. Clonage comportemental, il s'agit d'une approche directe où l'agent associe directement les états aux actions. Le modèle est formé de manière supervisée à l'aide des paires état-action des démonstrations de l'expert. Cependant, le clonage comportemental peut souffrir d'erreurs cumulatives, de petites déviations au début de la politique peuvent entraîner de plus grandes erreurs par la suite. Apprentissage par renforcement inverse, IRL. Au lieu d'apprendre directement les actions, l'IRL vise à apprendre la fonction de récompense sous-jacente que l'expert semble maximiser. Une fois la fonction de récompense inférée, l'apprentissage par renforcement peut être utilisé pour apprendre la politique. Cette approche peut mieux généraliser aux états non vus mais est généralement plus complexe et nécessite plus de calcul. Quelles sont les applications de l'imitation learning? L'imitation learning a une large gamme d'applications, en particulier dans les domaines où la définition d'une fonction de récompense est difficile ou où l'expertise humaine est précieuse. Véhicules autonomes, l'imitation learning peut être utilisée pour former des voitures autonomes en apprenant des conducteurs humains. Il aide à comprendre les manœuvres complexes et le comportement de conduite dans des scénarios du monde réel. Robotique, en robotique, l'imitation learning aide à enseigner aux robots des tâches qui sont faciles pour les humains mais difficiles à définir de manière programmatique, comme la cuisine ou le pliage des vêtements. Jeux vidéo, les jeux vidéo et les jeux de société utilisent souvent l'imitation learning pour former des agents d'IA à jouer au niveau humain en apprenant à partir des parties de joueurs qualifiés. Santé, en robotique chirurgicale, l'imitation learning peut aider à apprendre des chirurgiens experts pour effectuer des opérations délicates avec l'aide de robots. Policy Gradient Methods, ce sont des méthodes d'apprentissage par renforcement qui optimisent directement la politique de l'agent. Qu'est-ce que la méthode Policy Gradient? La méthode Policy Gradient est une technique d'apprentissage par renforcement qui vise à optimiser directement la politique. Contrairement aux méthodes d'apprentissage par renforcement traditionnelles qui cherchent à optimiser une fonction de valeur, la méthode Policy Gradient cherche à optimiser la politique elle-même. Comment fonctionne la méthode Policy Gradient? La méthode Policy Gradient fonctionne en utilisant l'ascension de gradient pour trouver les paramètres de la politique qui maximisent la récompense attendue. Plus précisément, elle ajuste les paramètres de la politique dans la direction qui maximise la récompense attendue. La politique est généralement représentée comme une distribution de probabilités sur les actions, et les paramètres de cette distribution sont ajustés pour favoriser les actions qui ont conduit à de bonnes récompenses dans le passé. Quels sont les avantages de la méthode Policy Gradient? Capacité à gérer des espaces d'action continue et de grande dimension,
contrairement aux méthodes basées sur la valeur qui nécessitent une discrétisation de l'espace d'action, les méthodes policy gradient peuvent travailler directement avec des espaces d'action continus. Convergence garantie, sous certaines conditions, les méthodes policy gradient convergent vers un optimum local, voire global. Capacité à apprendre des politiques stochastiques, alors que les méthodes basées sur la valeur apprennent des politiques déterministes, les méthodes policy gradient peuvent apprendre des politiques stochastiques. Quels sont les inconvénients de la méthode policy gradient? Variance élevée, les méthodes policy gradient peuvent souffrir d'une variance élevée, ce qui peut ralentir l'apprentissage. Difficulté à traiter les tâches avec des récompenses retardées. Dans les tâches où les récompenses sont retardées, il peut être difficile pour les méthodes policy gradient de déterminer quelle action a conduit à la récompense. Proximal Policy Optimisation, PPO. C'est une méthode d'apprentissage par renforcement qui cherche à améliorer la politique tout en s'assurant qu'elle ne s'écarte pas trop de la politique précédente. Qu'est-ce que la Proximal Policy Optimisation? La Proximal Policy Optimisation est une classe d'algorithmes d'apprentissage par renforcement 12. Elle a été conçue pour obtenir des performances comparables ou meilleures que les approches de pointe, tout en étant beaucoup plus simple à mettre en œuvre et à régler. La PPO est devenue l'algorithme d'apprentissage par renforcement par défaut chez OpenAI, en raison de sa facilité d'utilisation et de ses bonnes performances. Comment fonctionne la Proximal Policy Optimisation? La PPO tente de calculer une mise à jour à chaque étape qui minimise la fonction de coût tout en garantissant que l'écart par rapport à la politique précédente est relativement faible. Est le paramètre de la politique. Quels sont les avantages de la Proximal Policy Optimisation? La PPO offre un équilibre entre la facilité de mise en œuvre, la complexité de l'échantillon et la facilité de réglage. Elle permet de former des politiques d'IA dans des environnements difficiles, comme le roboscall où un agent essaie d'atteindre une cible. La sphère rose apprend à marcher, à courir, à tourner, à utiliser son élan pour se remettre de petits coups, et à se lever du sol lorsqu'il est renversé. Quels sont les inconvénients de la Proximal Policy Optimisation? Bien que la PPO soit plus simple à mettre en œuvre et à régler que d'autres méthodes d'apprentissage par renforcement, elle nécessite toujours un effort considérable pour obtenir de bons résultats. Les algorithmes ont de nombreuses parties mobiles qui sont difficiles à déboguer, et ils nécessitent un effort substantiel pour être réglés afin d'obtenir de bons résultats. Priorities d'expérience replay, c'est une méthode qui modifie la façon dont les expériences sont échantillonnées de la mémoire de replay pour accélérer l'apprentissage. Qu'est-ce que le Priorities d'expérience replay? Le Priorities d'expérience replay est une méthode d'apprentissage par renforcement où les transitions avec une grande progression d'apprentissage attendue, mesurées par la magnitude de leur erreur de différence temporelle, TD, sont rejouées plus fréquemment. Cette priorisation peut entraîner une perte de diversité, qui est atténuée par la priorisation stochastique, et introduire un biais, qui peut être corrigé par l'échantillonnage d'importance. Comment fonctionne le Priorities d'expérience replay? La probabilité d'échantillonnage de la transition y est définie comme Pi égale KPKPI. Ou Pi0. Es la priorité de la transizione. L'exposant détermine à quel point la priorisation est utilisée, avec égal 0 correspondant au cas uniforme. Le Priorities de replay introduit un biais car il change cette distribution de manière incontrôlée, et donc change la solution vers laquelle les estimations convergeront. On peut corriger ce biais en utilisant des poids d'échantillonnage d'importance, IS, oui égale N1P, I1, qui compensent entièrement les probabilités non uniformes P, I, si égale 11. Ces poids peuvent être intégrés dans la mise à jour de Q-Learning en utilisant oui. Au lieu de I. IS pondera plutat chu IS ordinaire 1. Pour des raisons de stabilité, on normalise toujours les poids par maxi-oui. De sorte qu'ils ne réduisent que la mise à jour. Quels sont les différents types de priorities d'expérience replay? Il existe deux types de priorities d'expérience replay. Basés sur la proportion, ou pi égale i+. Basés sur le rang, ou pi égale rang, i. Le rang, i, étant le rang de la transition i lorsque la mémoire de replay est triée selon i. Quelles sont les applications du priorities d'expérience replay? Le Priorities d'expérience replay a été utilisé dans les Deep Q-Networks, DQN, un algorithme d'apprentissage par renforcement qui a atteint des performances de niveau humain sur de nombreux jeux Atari 2. DQN avec Priorities d'expérience replay a atteint un nouveau record, surpassant DQN avec replay uniforme sur 41 des 49 jeux. Upper Confidence Bound, UCB, Strategy. C'est une stratégie d'exploration dans l'apprentissage par renforcement qui choisit l'action avec la plus grande borne de confiance supérieure.
Qu'est-ce que la stratégie Upper Confidence Bound? La stratégie Upper Confidence Bound est une méthode utilisée dans les problèmes de prise de décision, en particulier dans les scénarios de bandits multibras, pour équilibrer l'exploration et l'exploitation. Elle aide un décideur à choisir entre plusieurs options, bras, avec des récompenses incertaines, visant à maximiser la récompense totale sur une série de décisions. Comment fonctionne la stratégie Upper Confidence Bound? L'algorithme UCB calcule une borne supérieure de confiance pour chaque estimation de récompense du bras, choisissant le bras avec la borne supérieure la plus élevée 4. Cette technique utilise l'incertitude dans les estimations de récompense pour guider l'exploration, tout en favorisant les bras qui sont susceptibles d'être optimaux. Qu'est-ce que l'exploration vs l'exploitation? L'exploration implique de choisir de nouveaux états que l'agent n'a pas choisis ou a choisi moins de fois jusqu'à présent. L'exploitation implique de prendre une décision concernant l'état suivant, à partir de ses expériences, jusqu'à présent 1. À un instant donné, l'agent doit-il prendre une décision basée sur l'exploration ou l'exploitation? C'est le compromis. Quels sont les avantages de la stratégie Upper Confidence Bound? La stratégie UCB offre un équilibre entre la facilité de mise en œuvre, la complexité de l'échantillon et la facilité de réglage. Elle permet de former des politiques d'IA dans des environnements difficiles. Overfitting et underfitting. L'overfitting se produit lorsque le modèle apprend trop bien les données d'entraînement et performe mal sur les données de test. L'underfitting est le contraire. Qu'est-ce que l'overfitting? L'overfitting, ou surajustement, est un problème courant en apprentissage automatique qui se produit lorsque le modèle est trop complexe par rapport aux données. Un modèle qui surajuste les données d'apprentissage a pris le bruit dans les données d'apprentissage au lieu de la relation sous-jacente. En conséquence, il fonctionne bien sur les données d'apprentissage mais mal sur les nouvelles données non vues. Qu'est-ce que l'underfitting? L'underfitting, ou sous-ajustement, se produit lorsque le modèle est trop simple pour capturer la structure sous-jacente des données 34. Un modèle qui sous-ajuste les données d'apprentissage n'a pas appris la relation sous-jacente entre les variables. En conséquence, il fonctionne mal à la fois sur les données d'apprentissage et sur les nouvelles données non vues. Comment éviter l'overfitting et l'underfitting? Il existe plusieurs techniques pour éviter l'overfitting et l'underfitting. Validation croisée. Cette technique divise les données d'apprentissage en plusieurs groupes et entraîne le modèle sur tous les groupes sauf un. Cela permet de détecter l'overfitting plus efficacement. Augmentation des données. Cette technique crée de nouvelles données d'apprentissage en modifiant légèrement les données existantes. Cela peut aider à réduire les risques d'overfitting. Régularisation. Cette technique ajoute une pénalité à la complexité du modèle dans la fonction de coût, ce qui peut aider à prévenir l'overfitting. Sélection de caractéristiques. Cette technique consiste à sélectionner les caractéristiques les plus pertinentes pour l'apprentissage, ce qui peut aider à prévenir l'overfitting et l'underfitting. Augmentation de la complexité du modèle. Si un modèle est trop simple et sous-ajuste les données, augmenter la complexité du modèle peut aider. Obtenir plus de données. Si possible, obtenir plus de données peut aider à prévenir à la fois l'overfitting et l'underfitting. Epsilon Greedy Strategy. C'est une stratégie d'exploration dans l'apprentissage par renforcement qui choisit l'action optimale la plupart du temps, mais choisit une action aléatoire avec une petite probabilité, epsilon. Qu'est-ce que la stratégie Epsilon Greedy? La stratégie Epsilon Greedy est une méthode largement utilisée en apprentissage par renforcement pour équilibrer l'exploration et l'exploitation. Elle aide à équilibrer le processus de prise de décision entre l'exploration de nouvelles actions et l'exploitation des connaissances acquises jusqu'à présent afin de maximiser les récompenses cumulatives attendues. Comment fonctionne la stratégie Epsilon Greedy? La stratégie Epsilon Greedy est une méthode simple pour équilibrer l'exploration et l'exploitation en choisissant entre l'exploration et l'exploitation de manière aléatoire 2. Dans la stratégie Epsilon Greedy, epsilon se réfère à la probabilité de choisir d'explorer, elle exploite la plupart du temps avec une petite chance d'explorer. Qu'est-ce que l'exploration vs l'exploitation? L'exploration permet à un agent d'améliorer ses connaissances actuelles sur chaque action, ce qui conduit potentiellement à un bénéfice à long terme. L'exploitation, en revanche, choisit l'action gourmande pour obtenir la récompense la plus élevée en exploitant les estimations actuelles de l'agent des valeurs des actions 2. Mais en étant gourmand par rapport aux estimations de valeur d'action, on peut ne pas obtenir la récompense la plus élevée et conduire à un comportement sous-optimal. Quels sont les avantages de la stratégie Epsilon Greedy?
La stratégie Epsilon Greedy offre un équilibre entre la facilité de mise en œuvre, la complexité de l'échantillon et la facilité de réglage. Elle permet de former des politiques d'IA dans des environnements difficiles. Monte Carlo Methods. Ce sont des méthodes d'apprentissage par renforcement qui estiment la fonction de valeur en moyennant les récompenses de plusieurs épisodes. Qu'est-ce que la méthode de Monte Carlo? La méthode de Monte Carlo est une méthode algorithmique qui vise à calculer une valeur numérique approchée en utilisant des procédés aléatoires, c'est-à-dire des techniques probabilistes. Les méthodes de Monte Carlo sont particulièrement utilisées pour calculer des intégrales en dimension plus grande que 1, en particulier, pour calculer des surfaces et des volumes. Comment fonctionne la méthode de Monte Carlo? De manière générale, le problème que l'on cherche à résoudre par les méthodes de Monte Carlo est celui de l'estimation de l'espérance d'une variable aléatoire. La méthode de Monte Carlo la plus simple consiste à générer un échantillon de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, IID, suivant la même loi que 1. Ensuite, on estime l'espérance avec l'estimateur, dit de Monte Carlo ou encore de la moyenne empirique. Quelles sont les applications de la méthode de Monte Carlo? Les méthodes de Monte Carlo sont indispensables dans des domaines aussi variés que la finance, les télécommunications, la biologie ou encore les sciences sociales. Elles permettent de résoudre des problèmes centrés sur un calcul à l'aide du hasard. Adversarial exemple. Ce sont des entrées conçues pour tromper un modèle d'apprentissage machine. Qu'est-ce qu'un exemple adverse? Un exemple adverse est une entrée dans un modèle d'apprentissage automatique qui a été intentionnellement conçu par un attaquant pour amener le modèle à faire une erreur 1. Ils sont comme des illusions d'optique pour les machines. Comment fonctionnent les exemples adverses? Pour donner une idée de ce à quoi ressemblent les exemples adverses, considérez cette démonstration. En partant d'une image d'un panda, l'attaquant ajoute une petite perturbation qui a été calculée pour faire reconnaître l'image comme un gibbon avec une grande confiance 1. L'approche est assez robuste. Des recherches récentes ont montré que les exemples adverses peuvent être imprimés sur du papier standard puis photographiés avec un smartphone standard, et toujours tromper les systèmes. Quels sont les dangers des exemples adverses? Les exemples adverses ont le potentiel d'être dangereux. Par exemple, les attaquants pourraient cibler des véhicules autonomes en utilisant des autocollants ou de la peinture pour créer un panneau stop adverse que le véhicule interpréterait comme un panneau, céder le passage, ou autre. Les agents d'apprentissage par renforcement peuvent également être manipulés par des exemples adverses. Natural Language Processing, NLP. C'est le domaine de l'apprentissage automatique qui se concentre sur l'interaction entre les ordinateurs et le langage humain. Le Natural Language Processing, NLP, ou traitement automatique du langage naturel, TALN en français, est une discipline qui porte essentiellement sur la compréhension, la manipulation et la génération du langage naturel par les machines. C'est une sous-branche de l'intelligence artificielle, IA, qui se situe à l'interface entre la science informatique et la linguistique. Comment fonctionne le NLP? Le NLP permet aux machines de comprendre, d'interpréter, de générer et de manipuler le langage humain de manière significative. Cela peut impliquer la compréhension du texte, la génération de texte, la traduction entre les langues, l'analyse des sentiments, la reconnaissance de la parole, la réponse aux questions et bien d'autres tâches. Quelles sont les applications du NLP? Le NLP a une large gamme d'applications, notamment traduction automatique. Des applications comme Google Translator sont capables de traduire des textes entiers sans aucune intervention humaine. Analyse des sentiments. L'analyse des sentiments consiste à identifier les informations subjectives d'un texte pour extraire l'opinion de l'auteur. Assistant personnel IA. Des assistants personnels comme Siri ou Cortana utilisent le NLP pour comprendre et répondre aux commandes vocales. Correcteur d'orthographe. Les correcteurs d'orthographe utilisent le NLP pour détecter et corriger les erreurs de grammaire et d'orthographe. Moteur de recherche. Les moteurs de recherche comme Google utilisent le NLP pour comprendre et répondre aux requêtes des utilisateurs. Soft Actor Critique, SAC. C'est une méthode d'apprentissage par renforcement qui cherche à maximiser une mesure de récompense attendue tout en maximisant également l'entropie de la politique. Qu'est-ce que le Soft Actor Critique? Le Soft Actor Critique est un algorithme d'apprentissage par renforcement profond hors politique basé sur le cadre d'apprentissage par renforcement à entropie maximale. Dans ce cadre, l'acteur vise à maximiser la récompense attendue tout en maximisant également l'entropie. C'est-à-dire, réussir la tâche tout en agissant de manière aussi aléatoire que possible. Comment fonctionne le Soft Actor Critique? Le Soft Actor Critique, SAC,
est un algorithme qui optimise une politique stochastique de manière hors politique, formant un pont entre l'optimisation de politiques stochastiques et les approches de type DDPG. Une caractéristique centrale du SAC est la régularisation de l'entropie. La politique est formée pour maximiser un compromis entre le rendement attendu et l'entropie, une mesure de l'aléa dans la politique. Cela a un lien étroit avec le compromis entre l'exploration et l'exploitation. Augmenter l'entropie entraîne plus d'exploration, ce qui peut accélérer l'apprentissage plus tard. Cela peut également empêcher la politique de converger prématurément vers un mauvais optimum local. Quelles sont les applications du soft actor critique ? Le soft actor critique a été utilisé pour obtenir des performances de pointe sur une gamme de tâches de contrôle continu. Il a surpassé les méthodes antérieures, à la fois en politique et hors politique. De plus, il a été démontré que, contrairement à d'autres algorithmes hors politique, l'approche est très stable, obtenant des performances très similaires sur différentes graines aléatoires. BER, Bidirectional Encoded Representation from Transformer, c'est un modèle de traitement du langage naturel qui utilise des transformers et l'apprentissage non supervisé sur un grand corpus de texte. BER, qui signifie Bidirectional Encoded Representation from Transformer, est un modèle d'apprentissage automatique pour le traitement du langage naturel 1. Il a été développé en 2018 par des chercheurs de Google AI Language. Contrairement au modèle de représentation du langage récent, BER est conçu pour préentraîner des représentations bidirectionnelles profondes à partir de textes non étiquetés en conditionnant conjointement sur le contexte de gauche et de droite dans toutes les couches. En conséquence, le modèle BER préentraîné peut être affiné avec une seule couche de sortie supplémentaire pour créer des modèles de pointe pour une large gamme de tâches, telles que la réponse aux questions et l'inférence linguistique, sans modification d'architecture spécifique à la tâche. BER est conceptuellement simple et empiriquement puissant. Il obtient de nouveaux résultats de pointe sur 11 tâches de traitement du langage naturel, y compris en poussant le score GLUE à 80,5%, amélioration absolue de 7,7 points, la précision multi-NLI à 86,7%, amélioration absolue de 4,6%, le test F1 de réponse aux questions Squad V1.1 à 93,2%, amélioration absolue de 1,5 points, et le test F1 Squad V2.0 à 83,1%, amélioration absolue de 5,1 points. BER est un modèle avec des embeddings de position absolue, il est donc généralement conseillé de remplir les entrées à droite plutôt qu'à gauche. BER a été formé avec les objectifs de modélisation du langage masqué, MLM, et de prédiction de la phrase suivante, NSP. Il est efficace pour prédire les tokens masqués et pour la compréhension du langage naturel, NLU, en général, mais n'est pas optimal pour la génération de texte. Thompson Sampling. C'est une stratégie d'exploration dans l'apprentissage par renforcement qui choisit l'action en fonction d'un échantillonnage de la distribution de probabilité des récompenses. Qu'est-ce que le Thompson Sampling ? Le Thompson Sampling, également connu sous le nom de correspondance de probabilité, est un algorithme heuristique utilisé pour équilibrer l'exploration et l'exploitation dans les problèmes de décision en ligne, en particulier dans le contexte des problèmes de bandits multibras. Il a été introduit par William R. Thompson. Comment fonctionne le Thompson Sampling ? Le Thompson Sampling consiste à choisir l'action qui maximise la récompense attendue par rapport à une croyance tirée au hasard. Plus précisément, le Thompson Sampling consiste à jouer l'action selon la probabilité qu'elle maximise la récompense attendue 1. En pratique, la règle est mise en œuvre par échantillonnage. À chaque tour, les paramètres sont échantillonnés à partir de la distribution postérieure, et une action est choisie qui maximise la récompense attendue étant donné les paramètres échantillonnés, l'action et le contexte actuel. Quels sont les avantages du Thompson Sampling ? Le Thompson Sampling a l'avantage de diminuer la recherche à mesure que nous obtenons de plus en plus d'informations, ce qui imite le compromis souhaitable dans le problème, où nous voulons autant d'informations que possible en moins de recherche. Par conséquent, cet algorithme a tendance à être plus orienté recherche, lorsque nous avons moins de données et moins orienté recherche, lorsque nous avons beaucoup de données. Quelles sont les applications du Thompson Sampling ? Le Thompson Sampling a été largement utilisé dans de nombreux problèmes d'apprentissage en ligne, y compris les tests A/B dans la conception de sites web et la publicité en ligne. Un algorithme de Thompson Sampling double, DTS, a été proposé pour les bandits duels, une variante du MAB traditionnel, où les commentaires se présentent sous la forme de comparaison par paire. SARSA, State Action Reward State Action. C'est une méthode d'apprentissage par renforcement qui apprend une fonction de valeur pour chaque action dans chaque état, en tenant compte de l'action suivante choisie par la politique. Qu'est-ce que l'algorithme SARSA ?
L'algorithme SARSA est un algorithme d'apprentissage par renforcement qui est utilisé pour former un nouveau modèle de processus de décision de Markov. Il a été proposé par Rumry et Niranjan. Comment fonctionne l'algorithme SARSA? Dans l'algorithme SARSA, dans l'état courant, S, une action, A, est prise et l'agent reçoit une récompense symbole marque déposée, puis se retrouve dans le prochain état, S, et prend l'action, A, dans S. Par conséquent, le quintuplet, S, A, R, S, A, représente l'acronyme SARSA 123. C'est un algorithme de politique car il met à jour la politique en fonction des actions prises. Quels sont les avantages de l'algorithme SARSA? L'algorithme SARSA est un algorithme d'apprentissage par renforcement sur politique, ce qui signifie qu'il met à jour ses valeurs Q en fonction des actions prises par la politique actuelle. Cela le rend plus sûr et plus stable que certains autres algorithmes d'apprentissage par renforcement. BER, Bidirectional Encoded Representation from Transformer. C'est un modèle de traitement du langage naturel qui utilise des transformers et l'apprentissage non supervisé sur un grand corpus de texte. BER, qui signifie Bidirectional Encoded Representation from Transformer, est un modèle d'apprentissage automatique pour le traitement du langage naturel 1. Il a été développé en 2018 par des chercheurs de Google AI Language. Contrairement au modèle de représentation du langage récent, BER est conçu pour pré-entraîner des représentations bidirectionnelles profondes à partir de textes non étiquetés en conditionnant conjointement sur le contexte de gauche et de droite dans toutes les couches. En conséquence, le modèle BER pré-entraîné peut être affiné avec une seule couche de sortie supplémentaire pour créer des modèles de pointe pour une large gamme de tâches, telles que la réponse aux questions et l'inférence linguistique, sans modification d'architecture spécifique à la tâche. BER est conceptuellement simple et empiriquement puissant. Il obtient de nouveaux résultats de pointe sur 11 tâches de traitement du langage naturel, y compris en poussant le score GLUE à 80,5%, amélioration absolue de 7,7 points, la précision multi-NLI à 86,7%, amélioration absolue de 4,6%, le test F1 de réponse aux questions Squad V1.1 à 93,2%, amélioration absolue de 1,5 points, et le test F1 Squad V2.0 à 83,1%, amélioration absolue de 5,1 points. BER est un modèle avec des embeddings de position absolue, il est donc généralement conseillé de remplir les entrées à droite plutôt qu'à gauche. BER a été formé avec les objectifs de modélisation du langage masqué, MLM, et de prédiction de la phrase suivante, NSP. Il est efficace pour prédire les tokens masqués et pour la compréhension du langage naturel, NLU, en général, mais n'est pas optimal pour la génération de texte. Early stopping, c'est une forme de régularisation utilisée pour éviter l'overfitting lors de l'entraînement d'un apprentissage avec un algorithme d'apprentissage itératif. L'early stopping est une technique de régularisation utilisée en apprentissage automatique pour éviter le surapprentissage. Elle consiste à surveiller la performance du modèle sur un ensemble de validations distincts pendant l'entraînement et à arrêter l'entraînement avant qu'il ne commence à surajuster sur cet ensemble de données. Dans l'apprentissage automatique, l'early stopping est une forme de régularisation utilisée pour éviter le surapprentissage lors de l'entraînement d'un apprenant avec une méthode itérative, comme la descente de gradient. Ces méthodes mettent à jour l'apprenant afin de mieux adapter les données d'entraînement à chaque itération. En supposant que l'objectif d'un entraînement est de minimiser la perte, l'early stopping arrête l'entraînement lorsqu'une métrique surveillée a cessé de s'améliorer. Une boucle d'entraînement modèle.phi vérifiera à la fin de chaque époque si la perte ne diminue plus, en tenant compte du min-bas delta et de la patience si applicable 3. Une fois qu'il est constaté qu'elle ne diminue plus, modèle.stop-bas training est marqué comme vrai et l'entraînement se termine. L'early stopping fonctionne comme un régularisateur en restreignant la procédure d'optimisation à un volume plus petit de l'espace des paramètres. Il est particulièrement utile dans les réseaux de neurones profonds. Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG. C'est une méthode d'apprentissage par renforcement qui utilise une politique déterministe et un apprentissage par gradient de politique. Le Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG, est un algorithme d'apprentissage par renforcement qui apprend simultanément une fonction Q et une politique. Il s'agit d'un algorithme acteur critique, sans modèle, basé sur le gradient de politique déterministe, qui peut fonctionner sur des espaces d'action continus. DDPG combine l'approche acteur critique avec des idées provenant des DQN, Deep Q Networks. En particulier, il utilise les idées suivantes. Le réseau est entraîné hors politique avec des échantillons provenant d'un tampon de rejeu pour minimiser les corrélations entre les échantillons. Le réseau est entraîné avec un réseau Q-cible pour donner des cibles cohérentes pendant les sauvegardes de différences temporelles. DDPG utilise également la normalisation par lot.
Il est particulièrement adapté aux environnements avec des espaces d'action continue. Lorsque l'espace d'action est continu, la fonction est supposée être différenciable par rapport à l'argument d'action. Cela permet de mettre en place une règle d'apprentissage efficace, basée sur le gradient, pour une politique qui exploite ce fait. En résumé, DDPG est un algorithme hors politique. Il ne peut être utilisé que pour les environnements avec des espaces d'action continue. DDPG peut être considéré comme du Deep Q-Learning pour les espaces d'action continue. Insight Experience Replay, HER. C'est une méthode qui permet à un agent d'apprendre même à partir d'expériences où il n'a pas réussi en réimaginant ses expériences comme des succès. Dans l'apprentissage par renforcement, faire face à des récompenses rares est l'un des plus grands défis. L'approche traditionnelle consiste à attribuer une récompense à chaque action ou état, ce qui peut nécessiter beaucoup de temps et d'efforts pour définir et ajuster ces récompenses. Insight Experience Replay, HER, résout ce problème en réutilisant les expériences passées pour apprendre plus efficacement. Il peut être combiné avec un algorithme RL hors politique arbitraire et peut être considéré comme une forme de programme implicite. HER a été démontré sur la tâche de manipulation d'objets avec un bras robotique. En particulier, des expériences ont été menées sur 3 tâches différentes: pousser, glisser et prendre et placer, dans chaque cas en utilisant uniquement des récompenses binaires indiquant si la tâche est terminée ou non. Les études d'ablation montrent que Insight Experience Replay est un ingrédient crucial qui rend possible l'entraînement dans ces environnements difficiles. Il a été démontré que les politiques formées sur une simulation physique peuvent être déployées sur un robot physique et réussir à accomplir la tâche. Curiosity Driven Learning, c'est une méthode d'apprentissage par renforcement où un agent est motivé non seulement par les récompenses externes, mais aussi par sa propre curiosité. L'apprentissage par renforcement, RL, et l'apprentissage guidé par la curiosité, Curiosity Driven Learning, CDL, sont 2 méthodes d'apprentissage automatique qui permettent à un agent d'apprendre à interagir avec son environnement 1. Cependant, ils diffèrent dans la manière dont ils motivent l'agent à apprendre. Dans l'apprentissage par renforcement, un agent apprend à effectuer une tâche en recevant des récompenses ou des punitions pour ses actions 1. L'objectif de l'agent est de maximiser la somme des récompenses qu'il reçoit au fil du temps. Cela nécessite souvent de définir soigneusement une fonction de récompense qui donne à l'agent un retour d'information approprié sur ses actions. D'autre part, l'apprentissage guidé par la curiosité est une forme d'apprentissage par renforcement où l'agent est motivé à explorer son environnement par sa propre curiosité 3. Au lieu de se concentrer uniquement sur la maximisation des récompenses, l'agent est également motivé à rechercher des situations où il fait des progrès dans l'apprentissage. Cela peut conduire à une exploration spontanée de son corps et des objets externes, et finalement à une interaction vocale et proto-linguistique avec les autres. L'apprentissage guidé par la curiosité résout le problème des récompenses rares en donnant à l'agent une motivation intrinsèque pour explorer et apprendre des politiques réussies pour naviguer dans le monde 4. Il a été démontré que les politiques formées sur une simulation physique peuvent être déployées sur un robot physique et réussir à accomplir la tâche. En résumé, l'apprentissage par renforcement et l'apprentissage guidé par la curiosité sont 2 approches complémentaires pour l'apprentissage automatique. Tandis que l'apprentissage par renforcement se concentre sur la maximisation des récompenses, l'apprentissage guidé par la curiosité encourage l'exploration et l'apprentissage autonome. TRPO, Trust Region Policy Optimisation. C'est une méthode d'apprentissage par renforcement qui cherche à améliorer la politique tout en s'assurant qu'elle ne s'écarte pas trop de la politique précédente. La Trust Region Policy Optimisation, TRPO, est un algorithme d'apprentissage par renforcement qui utilise une procédure itérative pour optimiser les politiques avec une amélioration monotone garantie. En faisant plusieurs approximations à la procédure théoriquement justifiée, un algorithme pratique appelé TRPO est développé. Cet algorithme est similaire aux méthodes de gradient de politique naturelle et est efficace pour optimiser les grandes politiques non linéaires telles que les réseaux de neurones. Les expériences démontrent sa performance robuste sur une grande variété de tâches, apprentissage de la nage robotique simulée, saut et marche, et jouer à des jeux Atari en utilisant des images de l'écran comme entrée. Malgré ces approximations qui s'écartent de la théorie, TRPO a tendance à donner une amélioration monotone, avec peu de réglage des hyperparamètres 1. TRPO met à jour les politiques en prenant le plus grand pas possible pour améliorer les performances, tout en satisfaisant une contrainte spéciale sur la proximité des nouvelles et anciennes politiques. La contrainte est exprimée en termes de divergence KL, une mesure de « quelque chose comme », mais pas exactement, la distance entre les distributions de probabilité. SAC, Soft Actor Critique.
c'est une méthode d'apprentissage par renforcement qui cherche à maximiser une mesure de récompense attendue tout en maximisant également l'entropie de la politique. Le Soft Actor Critique, SAC, est un algorithme d'apprentissage par renforcement basé sur le cadre d'apprentissage par renforcement à entropie maximale. Dans ce cadre, l'acteur vise à maximiser la récompense attendue tout en maximisant également l'entropie. En d'autres termes, il cherche à réussir la tâche tout en agissant de manière aussi aléatoire que possible. SAC est un algorithme hors politique qui utilise une procédure itérative pour optimiser les politiques avec une amélioration monotone garantie 1. Il comprend 2 modèles, un acteur, qui décide quelle action prendre, et un critique, qui estime la valeur de prendre cette action. SAC a été démontré sur une gamme de tâches de contrôle continu. Il a été montré que, contrairement à d'autres algorithmes hors politique, l'approche SAC est très stable, obtenant des performances très similaires sur différentes graines aléatoires.